Petit décrassage. Voilà. Ensuite, je fais un partage d'écran. Hop, cliché partager, partager ce que je la place. Donc là, toi aussi, vous n'avez pas cliqué, il faut que j'aille chercher la bonne étude. Je dis, mes études, aujourd'hui, on est sur celle-là. Donc là, vous avez, ça marche pas. Ah, ça mouline, ça arrive. Voilà, ça part. Voilà, donc on a un échiquier. Alors on va commencer par d'abord par deux petits. En attendant que tout le monde arrive, on va Ça, faire un c'est les petit blancs jouent et diagramme. gagnent. Ça. Je connais la position, c'est les blancs jouent et gagnent. Alors, voilà, donc ici. C'est. Alors attends, hop, les petits sont là, tout en fait. les solutions sont là, c'est un peu moche. Hop, voilà. Donc fou prend V7, très haut blanc. Je suis désolé, la solution était donnée. Je comprends pas, c'est marrant. Je l'ai même pas vu. Alors, très haut blanc. Salut Alors, Gérard. bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Donc je vais désactiver. Oui, oui. Voilà. Donc vous voyez, donc là, très, très haut blanc, les blancs jouent et gagnent. Cavalier. Non, non, parce que la tour est défendue par le cavalier B7. Si tu fais tour prend fou B7, cavalier prend fou, le cavalier prend tour, cavalier D5 échec, roi joue E7 par exemple, et même, il y a même roi E7. Oui, c'est un peu quoi. Non, mais je regardais s'il n'y avait pas un mat à la con. Et ensuite, tu fais. Non, mais il faut peut-être faire d'abord tour prend B7, cavalier prend B7, fou prend E5, roi prend E5. Non, parce que sur cavalier D5, tu as. Fou prend. Puis cavalier F3 derrière. Non, mais cavalier D5. Je vais voir si ça donne quelque chose. Ça donne rien, ça. On n'a pas une promotion là? Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, comment va? Très bien, toi aussi. Ouais. Il va y avoir peut-être un petit mot qui va arriver ce matin. D'accord. Un certain Julien Renaudet. D'accord, Julien. J'ai pas donné le nom, mais Julien. Cavalier prend cavalier E4, roi E7. Non, mais il y a peut-être. En fait, tour prend B7, cavalier prend B7, cavalier F3. Tu crois? Non, roi prend F5. Non, non. Ah oui, roi prend F5, oui. Enfin, roi prend F5, fou prend E5. Hein. Et le fou B8 est perdu. Tour D8, le fou B8 n'est pas perdu. Tour D8. Tour D8, la case D8 n'est plus occupée. Eh oui, il y a tour D8. Il y a tour D8. Ah oui, il y a tour D8. Oui, excuse-moi. Il y a l'effet. C'est facile de rater tour D8. Hein. Il y a un cavalier qui venait. Donc c'est pas ça. Et. Attends, il y a mieux que ça. Tour 1. Bah, tour 1, roi F6 ou roi D4. Fou E6. Alors, si on joue tour 1 au premier coup. Comment? Non plus tour 1 au premier coup. Bah, tour 1, tu as peut-être cavalier F7. Hein. Fou prend F7. Ah oui. Non, tour 1, il faut jouer. À tour 1, tu recules la tour. Tour D7. Tu fais tour D7. Regardez bien la position, il y a quand même des choses qui ne vont pas dans la position noire. On peut en profiter. Bah, il y a le fou B8. Il y a la tour. Attends. Fou E6, tour pour E6 ne va pas. Pour une fois, elle n'est pas évidente. Non, c'est pas de l'échauffement, ça. Hein. Attends, il y a fou F5 qui menace de gagner une pièce. Comment? Fou quoi? Fou F5. Enfin, qui menace. Pourquoi ça menace de gagner une pièce? Bah, fou prend D8. Tour prend D8, tour prend B7. Bonjour Mohamed.
Bonjour tout le monde. C'est les moments. Alors On trouve pas effectivement, Mohamed. bien vu, hein, là, bon bah, c'est vrai une fois qu'on voit le coup, un fou à 5 qui attaque le cavalier, et c'est un vrai problème pour les noirs, parce que ce fou-là se retrouve très très mal. Si le fou joue, le fou B8 est en l'air. Et le fou B8 est en l'air, effectivement, donc c'est-à-dire qu'on peut pas bouger le fou, sinon on perd le fou B8. Si je bouge le cavalier, je perds le fou B7. Alors, je peux faire KC6, hein, contre-attaquant le fou à 5, mais tour prend B7, cavalier prend A5, et tour prend B8. Ça va pas. Et si je fais tour D7, que se passe-t-il sur tour D7? Bah, on fait quand même fou prendre des 8. Voilà, faut prendre des 8, la quand tour est même. surchargée. La tour, elle est surchargée. Donc, résultat, fou A5 gagne une pièce immédiatement. Donc, vous voyez, c'était quand même, c'est déchauffant, hein, fou A5, voilà, ça gagne, Oui, x5, c'est bien, oui. Merci Gérard. ça gagne une pièce nette. C'est vrai qu'on est tellement Non, il y a obnubilé des par. fausses pistes. Oui, Il y a des fausses effectivement, pistes. je suis d'accord que c'est ça qui fait de l'œil, mais en fait, non, c'est plus trivial que ça. C'est plus trivial. Alors, dans la partie, c'est plus facile à voir parce que il l'a amené. C'est vrai que quand on arrive à cette position-là, c'est moins évident parce que c'est vrai qu'on a la diagonale royale fait un peu d'œil, et le K4 de 4 aussi. Mais en fait, non, là, c'est tout simple, on gagne. On profite des deux fous, en fait. On profite des deux fous. Félicitations. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser aux candidats, parce que ça reprend, donc pas lundi prochain, mais lundi en 8, hein, donc le lundi 19 avril. Donc, les phases retour, hein, parce que c'est assez pas trop mal goupillé, finalement, et ils ont fait les phases aller l'année dernière. C'est pas prévu comme ça, mais bon, c'est fait. Et donc, vous connaissez les 8 joueurs du tournoi? Non. Ah, d'accord. Alors, les 8 joueurs du tournoi, on va, hop, alors, je vais montrer. Ils sont en 10 ou 8? 8, Ils sont pas 8? Ils sont 8. 8 joueurs, 8. Donc, regardez, donc, je vous ai mis dans l'ordre là, j'ai été regarder les cotes, sur Unibet jeudi. Donc, le favori, c'est Yann Nepomniachtchi. Donc Yann Nepomniachtchi qui s'est qualifié grâce au Grand Prix, hein, il est la série des Grands Prix où ils sont une vingtaine de joueurs en fait à avoir participé à un certain nombre de Grands Prix et celui qui a fait le plus de points, qui s'est qualifié comme Ah, ça. mais on peut parier dessus. On peut parier dessus sur Unibet. Bah, je suis pas sûr qu'en France on ait droit, parce que souvent, mais en tout cas on peut regarder les cotes. Je sais pas si on peut parier par contre, nous en France, mais je sais que les législations, je sais pas où ça en est en France au niveau des législations, mais on peut voir les cotes. Donc il y a 2,75 pour 1, donc en gros il a plus d'une chance sur 3 d'après les bookmakers. On va dire qu'il est en tête, il est à 4,5 sur 7 actuellement. Il est à 4,5 sur 7. Donc à la fin des phases allées, il a 2 joueurs en tête, hein, Yann Nepomniachtchi et en 2 Maxime Bachiagraf, qui a aussi 4,5, et qui en plus, non seulement il est en tête, Maxime, il est au mieux au départage, parce qu'il a battu Nepomniachtchi, et en cas d'égalité, c'est la confrontation directe qui prime. Donc résultat, pour l'instant, si le tournoi avait été arrêté, battu sur une française. Voilà, Maxime aurait gagné. Par contre, il est qu'à 3 et la cote est un peu moins bien. Française, en fait. Comment, Mohamed? Non, j'ai dit sur une française. Oui, sur une française, il a gagné sur une française. Oui, effectivement. Donc, alors, 3 contre 1. Alors, pourquoi, à votre avis, Maxime est légèrement derrière au niveau de la cote? Pourquoi, alors qu'il est mieux au départage, ils le mettent derrière? Pourquoi? Je sais pas, il a une réputation de s'effondrer en fin de tournoi. Alors, c'est vrai que les fins de tournoi difficiles, mais c'est parce qu'il est fatigué. Mais là, pour l'instant, coup de chance, c'est fait en 2 fois, parce qu'il n'y aura pas le problème de la fatigue. Alors, c'est peut-être par rapport à sa contre-perf à Visconti ou des choses comme ça. Effectivement, Wickenzy, il a une contre-perf à Wickenzy, donc ça, effectivement, ça joue en sa défaveur. C'est pas le seul facteur, mais c'est vrai que c'est un des facteurs. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Bah, c'est un théoricien, alors qu'en fin de tournoi, c'est plutôt l'énergie qui compte. Hein. Ouais, mais là, sauf que là, justement, il y a eu un an. Ça, franchement, il y a eu un an de pause. Pour Maxime, c'est vraiment... Effectivement, Maxime, comme l'a signalé Gérard, qui a dit qu'il a du mal à faire des tournois longs, en fin de tournoi, bah là, le fait que ce soit fait en 2 phases, c'est génial pour lui. Hein, que ça, il est très... Mais donc, effectivement, il a raté Wickenzy. En plus, Yann Nepomniachtchi, est-ce que vous avez pas entendu parler de lui récemment? Enfin, pas forcément, mais... Il a fait quoi récemment, Nepomniachtchi? Oui, il s'est marié. Je savais même pas. Je savais pas, tiens, c'est marrant. Ça a dû faire baisser ça. Au contraire, ça. C'est pas très favorable. Personne ne le sait, ça devrait faire baisser sa cote. Il a perdu les élections à la FFE. Voilà. Alors, Nepomniachtchi, il a gagné le championnat russe en décembre. En décembre, il a gagné le championnat russe. Il a cas du monde, il y a quand même Karyakin, il y a Sudler. Disons que ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas gagné, hein, Nepomniachtchi.
Il a gagné quand il avait 20 ans, et il vient de le regagner 10 ans après, parce qu'il le fait tous les ans. Donc à 30 ans, il vient de regagner le championnat de Russie, en plus assez proprement, avec une grosse victoire contre Karyakin. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bien. Et enfin, troisième facteur qui est vraiment pas négligeable, Maxime a eu 4 fois les blancs sur les phases allées, 3 fois les noirs. Yann Nepomniachtchi a eu 3 fois les blancs et 4 fois les noirs. Donc ce qui fait que là, Yann Nepomniachtchi, il y a 4 fois les blancs sur les phases retour. Alors que Ça, c'est un vrai avantage. vu les joueurs, oui. C'est-à-dire que si on regarde leurs résultats, depuis quelques années, ça dépend. Maxime, à l'époque, il y a 2-3 ans, il avait des résultats assez similaires avec noir et blanc, mais depuis 2-3 ans, clairement, il a un résultat beaucoup moins bon avec noir qu'avec blanc. Ouais, nettement meilleur avec blanc, si vous préférez. Ouais, c'est pareil pour Nepomniachtchi, il a quand même, s'il n'a pas des résultats catastrophiques avec noir, il a quand même des résultats vraiment très bons avec blanc. En fait, les deux ont des résultats très bons avec le blanc et correct avec noir, en fait. Donc, résultat, c'est vrai que c'est quand même pas négligeable, d'où une cote légèrement supérieure. D'ailleurs, elle est même que très légèrement supérieure. Un point qui défavorise un peu Nepomniachtchi, c'est que c'est un joueur qui est capable de quitter, qui est dans les tournois, quand ça se passe mal, peut vraiment quitter le tournoi. D'ailleurs, coup de chance pour lui que suite à sa défaite, le tournoi s'arrête, parce que souvent, après une défaite, il a du mal à remonter, Nepomniachtchi. Souvent, il accuse le coup. Donc là, c'est peu joué aussi. Alors par contre, ce qui est amusant, c'est que Fabiano Caruana, qui a un point net de retard, donc c'est pas négligeable, comment ça va être. Il est quand même à une cote de 4 contre 1. C'est-à-dire qu'il estime à peu près une chance sur 4 qu'il gagne, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment pas loin derrière, alors qu'il a un point net de retard, quoi. Donc il lui met vraiment, par exemple, un autre joueur qui est comme lui à 3,5, Kritchouk, il est à 15 contre 1. Ou même Aouan, qui est aussi à 3,5, il est à 26 contre 1. Vous voyez les bookmakers, alors. Il y a tout le Caruana, il n'a pas une nationalité américaine. Allô? Américain. Oui, Si. Le Fighting Spirit américain, effectivement. Oui. Alors Fabiano. L'américain parie sur un américain. Ah ouais. Alors, c'est pas lui qui était challenger oui, voilà, c'est le dernier challenger, oui, c'est pas ça qu'il est qualifié. Alors oui, tiens, je vous ai dit, Yann Nepomniachtchi, il est qualifié grâce au Grand Prix. Maxime Lachalagrave, c'était le premier remplaçant, il n'était pas qualifié. Il a remplacé Rajabov, qui en fait n'était pas content. C'est le Covid qui l'a. Oui, c'est le Covid qu'il a, parce que Rajabov, en fait, il trouvait pas clair ils avaient rien prévu en cas de problème avec le Covid. Donc Rajabov a dit, bah non, je vais pas y aller dans ces conditions. Ouais, et Resta, ils l'ont éjecté. Et voilà. Et en fait, il avait raison, mais bon, c'est comme ça que Maxime était qualifié. Fabiano, effectivement, était qualifié. Je crois qu'il a la wildcard pour les prochaines candidats. Oui, voilà, normalement, ouais. Normalement, la wildcard, ouais. Voilà. Et bon. Et donc, Fabiano, donc lui, alors, pourquoi il est aussi bas au niveau des cotes? C'est que, déjà, il a montré une très belle image avec Andy, même s'il n'a pas gagné le tournoi. Il a montré que la pause d'un an ne l'a pas du tout affecté. Il est toujours aussi bien préparé théoriquement, même. C'est quand même le joueur le mieux préparé. Il a gagné contre Maxime, par exemple. Oui, il a gagné contre Maxime. Il a gagné contre Maxime. Et surtout, au niveau théorique, il a vraiment montré qu'il était monstrueux. La seule partie où il n'a pas montré. Oui, il a changé d'ordi, quoi. Il a ramené un ordi qui prépare mieux, quoi. Fabiano était déjà le joueur mieux préparé l'année dernière, mais il a gardé cet avantage-là. Il n'y a que Giri qui lui cause problème. D'ailleurs, au niveau préparation, avec Andy, il n'a pas cherché. Il a fait D4, D5, 2 KSC3 contre Giri. Il n'a pas voulu affronter Giri sur la théorie, parce qu'il a du mal contre Giri, parce que Giri, c'est vraiment... en fait, les deux... Souvent, on met Caruana et Giri, on dit que c'est les deux meilleurs au niveau de la théorie des ouvertures. En tout cas, Caruana craint Giri sur la préparation théorique. Clairement. Oui. J'ai peur que tu crois les parieurs plus rationnels qu'ils ne sont. Les parieurs ne parient pas sur les facteurs rationnels, au départ, ils parient sur leurs intuitions. Oui, alors t'as les parieurs, mais t'as aussi ce que fait... Faut faire attention, parce que là, c'est comme... Je sais pas, il y a aussi les bookmakers. Les bookmakers, c'est quand même un peu plus fiable que les parieurs. Parce que t'as les parieurs, mais t'as aussi les bookmakers derrière, en fait. Donc, les bookmakers, ils font leur cote d'après les paris qu'ils reçoivent. Oui, aussi, mais il faut une cote initiale. Il y a une cote initiale. Il y a quand même la cote initiale qui joue beaucoup, en fait. Oui. Et du fait, même si après les parieurs peuvent vraiment... Il peut parfois, effectivement, avoir un bruit énorme des parieurs qui changent complètement la cote initiale qu'avec les bookmakers. Mais là, c'est pas délirant. Alors Fabiano Caruana est peut-être un peu bas quand même, mais bon,
quand même, il est quand même loin, mais après, c'est pas non plus délirant. Moi, je- Carana a déjà fait des grands tournois, en fait, où il a déjà fait des scores fleuves, ce qui est nécessaire. Ce qui n'est pas le cas de Ngiri. Enfin, Ngiri, il a 8 contre 1, et c'est assez logique, en fait, parce que Ngiri n'a jamais fait de score fleuve sur un tournoi. Donc là, pour qu'il gagne, pour qu'il se qualifie, il faut vraiment un concours de circonstances. Il faut qu'il fasse un bon tournoi d'une part, faut qu'il fasse plus 2, qui est, franchement, déjà, ce serait déjà énorme pour lui, parce que c'est rare qu'il fasse des scores fleuves. Et en plus, à plus 2, il faudrait donc que les autres, qui sont déjà 2 joueurs plus 2, il faut qu'il y ait vraiment, c'est pas que lui qui peut faire le tournoi. Alors, Fabio Carana, il est capable de gagner 5 ou 6 parties sur un, il a déjà fait 7 parties sur un grand tournoi, il a déjà fait 7 victoires d'affilée. C'est déjà arrivé, donc donc ça se comprend quand même, c'est pas aberrant. Ce qui est plus étonnant, c'est sévère, c'est le 15 contre 1 de Gritschuk, alors qu'il est au même score. Oui. Alors Gritschuk, ce qu'il joue à jouer, c'est que Mais la nationalité en cause influence beaucoup les parieurs. Comment? Dans les paris, Oui. il y a une grande part d'action. Grishouk est moins supporter dans les paris à l'international que Carana. Excuse-moi, ça coupe un peu. Il y a beaucoup de gens qui parient. Oui. Qui parient? Pas leur chouchou, pas leur favori. Ah, d'accord. Oui. Gritschuk n'est pas le chouchou des parieurs. Gritschuk, il est plutôt apprécié. Il pourrait avoir une meilleure cote, en fait, mais là, il a une cote toute pourrie. Il pourrait avoir une meilleure cote. Bon, après, Est-ce que Caruana est américain? Ouais, Carana est américain, c'est pas négligeable, ça, c'est clair. Les amis, Comment? on se disperse un peu, non? Oui, non, mais c'est pour. Bah, moi, je veux présenter les candidats un peu. Je veux présenter un peu les candidats, donc c'est normal de parler un peu des joueurs. Donc, et franchement, je crois qu'on peut dire ce qu'on veut, mais moi, ça me semble vraiment. La motivation des raisonnable, ces cotes. Hein. C'est un peu secondaire. Parce que ça correspond à peu près les scores, ça correspond à peu près aux joueurs. C'est-à-dire que finalement, Fabiano, ça paraît pas. C'est vraiment. Il peut le faire. Ngiri, c'est plus improbable, même si c'est pas impossible. Gritschuk n'était pas du tout motivé lors des phases allées. On ne sait pas du tout quelle est sa mentalité cette fois-ci. On l'a pas trop vu pendant l'année en cours. Donc on ne sait pas du tout dans quel état d'esprit il sera. Donc Dingiron, il a une cote très gentille, parce que 15 contre 1, alors qu'il est à 2 points de retard. C'est parce qu'il est très fort, mais c'est bon, 15 contre 1, c'est voilà, je suis d'accord. Je pense pas qu'il ait 6% de chance de se qualifier. Wangao, c'est sévère, 26 contre 1, mais c'est vrai qu'aux phases allées, déjà, il avait hésité à venir. Aux phases allées, on peut pas dire qu'il était impérial, on peut dire qu'il était pas trop présent. Et Kirill Aleksenko, effectivement, il est plus là pour s'entraîner que pour essayer de se qualifier. Donc, bon, après, il a eu un an pour progresser, mais ses codes sont pas aberrants, je trouve. Après, il est tout à fait possible que ce soit pas un des 3 favoris qui passe. Hein. Le tournoi est quand même suffisamment ouvert actuellement. Alors, on va s'intéresser. Alors, vous préférez vous intéresser à qui? Nepomniachtchi, Maxime ou Caruana? Je vais regarder plus attentivement ces 3-là. Oh, Maxime quand même. Donc Maxime. Moi, j'aurais dit Caruana, mais juste comme ça. Mais voilà. Bon, on va commencer. Donc Maxime. Je m'intéresse. Alors, on va commencer par Maxime, et après on pourra regarder Caruana si on a un peu de temps. Donc, donc Maxime, il a. C'est marrant, j'ai pas le. Bon. Si, j'ai déroulé. Donc Maxime, alors, il a un début de tournoi assez dur en termes de force d'adversaire, mais par contre, il a les blancs. Il joue Caruana et Dingiron, donc les deux favoris au début du tournoi, en tout cas. Bon, par contre, Dingiron, c'est vrai qu'il venait de sortir de confinement, donc on savait pas trop comment il était. Et donc, contre Caruana, par exemple, sans surprise, Maxime joue son espagnol. C'est comme son ouverture principale. Donc, Maxime, c'est quand même un des derniers joueurs à avoir un certain fixe. Hein. Caruana joue par cycle, mais il change assez fréquemment, mais bon, c'est des cycles d'1 ou 2 ans, ça dépend des variantes. Maxime, ça fait 10 ans qu'il a quasiment très peu évolué dans son répertoire, ce qui est quand même exceptionnel. Hein. Donc, à 6, donc l'espagnol. Alors, Caruana, en ce moment, joue l'Arkhangelsk, et donc, sans surprise, on va avoir l'Arkhangelsk. Donc, c'était clairement ce qu'on pouvait prévoir ce qu'elle allait être joué. Donc, il joue la ligne alors qu'il a joué pas mal la Petrov. Hein. C'est ça, Bertrand? Il a joué pas mal la Petrov. Oui, mais là, il est sur un cycle Arkhangelsk. Comme je viens de dire, il fait des cycles. Il a eu un cycle Petrov. Il a un cycle Petrov assez long d'ailleurs, plutôt 2 ans, je crois. Et là, en fait, depuis quelques mois avant le tournoi des candidats, il avait vraiment commencé à jouer quasi exclusivement à Arkhangelsk. Et donc, vraiment de façon vraiment assez régulière. Il avait joué pas mal de parties. Donc, ça semblait être un début d'un cycle. Et c'est confirmé. Et ça s'est confirmé maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, il aura pu revenir sur la Petrov. Ça aurait pu être juste quelques parties jouées pendant quelques mois pour cacher un peu ses préparations sur la Petrov. Mais non, c'était vraiment, ça a vraiment été, c'était vraiment son nouveau cycle.
à Kangas. Effectivement, la question aurait pu se poser. Se posait. Bien. Donc, c'est bien. Donc là, A4 est la variante à la mode. A4, oui, c'est la variante à la mode. On peut jouer ces 3D4 tout de suite. A4, il aligne à la mode. Bon, globalement, ça aligne à la mode, mais c'est un petit moment. Hein. C'est quand même, c'est une des grandes, c'est vraiment une des lignes principales. Ici, les noirs ont plein de coups possibles. Mais par exemple, fou B7 qui paraît naturel a un petit défaut. D'où l'intérêt. D'ailleurs, c'est un des intérêts de jouer à 4 avant de faire C3 D4. On peut faire C3 d'abord avec les D4, mais l'intérêt de jouer à 4 justement, typiquement, c'est sur la réponse fou B7. Et là, on va plus jouer C3 D4. On va dire que le fou est mal placé en D7 et on va faire plutôt D3. Parce que là, les noirs, s'ils veulent que le fou ait un sens en B7, ils vont devoir jouer D5. Or D5, c'est souvent très risqué pour le pion E5. Donc c'est pas anodin. Donc le fait de faire A4 d'abord, ça pose une petite question. Comment tu réagis? Si tu mets en fou B7, je vais pas faire C3 D4, je vais plutôt faire D3 pour essayer de jouer sur le fou B7 qui est mal placé ou qui forcera plus ou moins D5, qui est quand même très tendu pour le pion E5. Donc voilà, c'est une question. Bien sûr, si je joue B4, bah pareil, c'est un plan différent. On va plutôt profiter. Si je joue B4, on va plutôt faire D3, pareil. On va plutôt pousser A5, faire fou A4 et essayer de profiter du pion B4 qui est faible. Vous voyez? C'est pour ça que souvent. Pourquoi tu dis que ça? Pourquoi tu dis que C3 oblige B5? Non, C3 n'oblige pas du tout. Ah, j'ai mal alors. C'est l'inverse. Non, j'ai dit que après A4, fou B7, Oui. D3, enfin D3 qui contrôle le 4, bah, si le fou, on veut qu'il ait un sens, car s'il veut. Alors on peut aussi imaginer F5, mais c'est très dur d'imaginer F5 dans la position. Mais si le fou veut passer le mur D3 E4, excusez-moi, j'ai un problème de touchpad. Voilà, si on veut passer le mur D3 E4, j'ai deux pions là, D3 E4, Okay. bah le fou s'il veut, sinon il est bloqué, hein. Il tape contre un mur. Donc si le mur, si on veut le casser, on n'a que deux leviers, c'est D5 et F5. F5 est assez difficile avec le fou en B3 qui est libre. Donc il faudra éliminer le fou, donc ça paraît difficile. Mais donc résultat, c'est pour ça. Et D5 quand même, c'est coûteux pour le pion E5. Parce qu'il se retrouve quand même, la colonne E s'ouvre et le pion E5 se retrouve très exposé. Souvent lié à un gambir. Donc voilà, donc ce résultat. Bon après, C3D4 reste correct, hein. Ça reste une ligne aussi très intéressante, mais voilà, ça explique un peu la mode de A4. Hein. C'est que ça pose une vraie question, et selon la réponse noire, on va aviser. Sur la ligne tour B8, clairement, le plan principal, c'est C3D4. Enfin, on revient D6, D4. Donc ici, fou B6, il faut savoir qu'on peut pas gagner le pion, hein. Si on fait D prend, cahier prend, on peut gagner le pion, mais c'est pas très motivant pour les blancs. Donc déjà, le pion E4 en l'air, hein, d'une part. Mais bon, la tour D1 qui est pas si claire. Mais en fait, ici, le coup considéré comme plus ambitieux pour noir, c'est tour F8. On sacrifie le pion pour donner une case au roi. Et on attaque comme des malades sur F2. Et l'analyse montre que c'est plutôt favorable au noir. Parce que c'est pas une ligne conseillée pour blanc. Donc voilà, c'est juste pour montrer que bon, on peut pas prendre de pion. Donc là, dans cette position-là, la première ligne qui a été vraiment beaucoup jouée, c'était la ligne où on va chercher le pion B5. C'est-à-dire que les noirs sacrifient carrément, hein, le pion, pour ensuite avoir un excellent jeu figural. Et globalement, la plupart des parties que Caruana avait jouées sur la Kangas avaient été jouées sur cette ligne-là. Les blancs l'avaient beaucoup testé sur cette ligne-là, et Caruana n'avait pas eu trop de mal en fait. Hein. Cette ligne-là, il avait plutôt eu de bons résultats côté noir. Et donc là, Maxime vient avec la ligne un peu plus moderne, même si elle existe depuis déjà pas mal d'années, hein, qui est A5. Donc A5, ça profite d'une petite pointe tactique. Sur cavalier prend A5, on sacrifie la qualité, et maintenant on prend E5. Et la position devient difficile. Sur cavalier prend E4, déjà j'ai un doute, parce que dame D5 ne semble pas... Dame D5, dame D5, parce que sur fou aussi, c'est dame C6. D'accord, échec. Très bien. Voilà, parce que je voyais fou aussi, si je voulais faire le cavalier prend 4 et dame D5, donc D prend E5. Et la différence, c'est que le cavalier est encore là. Tout à l'heure, il y avait le cavalier qui a été changé. Et ça change tout, parce qu'après dame prend, roi prend. On fait cavalier prend, et là, c'est juste terrible. Je menace cette case-là, fourchette ici. Et c'est pas une fourchette ici, c'est encore mal. C'est une grosse fourchette. Et donc, résultat, il n'y a pas de défense. Les blancs prennent un avantage décisif. Ça va pas. D'accord, on peut pas prendre le pion A5. Voilà, le pion A5 n'est pas prenable. Et si je fais fou prend, c'est pire. Tout simplement, on fait D5, et on gagne le fou. Donc, ou le cavalier, si le fou recule. Donc, résultat, on doit reculer en A7. Alors, cette ligne-là, elle est... Alors, évidemment, le fou A7 n'est pas super bien placé, parce qu'il est protégé que par le cavalier. Donc, il est vraiment faible. Hein. Le cavalier-là, il peut être chassé à tout moment. Alors, D5, c'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire que quand le fou est en E3 et que D5 arrive, ça peut causer des problèmes. Donc,
Cependant, les noirs ne sont pas que malheureux, parce que A5, au coup d'avant, quand même, ici, dans cette position-là, c'est le privilège de blanc d'ouvrir la colonne A pour eux. C'est un privilège énorme, pour les blancs. Et là, les blancs renoncent à ce privilège pour mettre un peu le fou en faiblesse. Donc c'est pas, voilà, c'est pas gratuit pour les blancs. Donc c'est une ligne intéressante, hein, mais voilà. Là, généralement, les blancs jouent H3, on profite du fait que le pion E4 n'est pas trop prenable à cause de fou D5. Fourchette. Là, elle fonctionne pas tous les jours, mais là, elle fonctionne très bien. Les noirs rock, c'est le coup principal. Fou E3. Donc quand j'ai dit qu'il y a une première récitation, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est vraiment la grande ligne, hein, là, c'est la grande ligne, qui a été jouée par Corana. Qui a été jouée, Corana, elle n'est pas beaucoup partie dessus. Par contre, on va voir qu'il va jouer ici dans cette position-là. Là, ici, c'est un carrefour pour les noirs. Et, même, non, c'est pas un carrefour, là. Et là, en fait, non, la ligne principale, c'est bien, on prend des 4. Pardon, on est encore sur la ligne principale, là. Et là, c'est ici qu'il a vraiment deux lignes. La ligne principale, c'est qu'il prend le 4. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi fou D5, pour l'instant, ne gagne pas la pièce? Donc, étonnamment, ici, K prend 4 est jouable, hein. C'est même la ligne principale. Comment les noirs sauvent la cavalier? Là, je vois pas. Alors, regardez, on a ouvert la colonne. On a ouvert la colonne E. Regardez, il y a une différence, c'est qu'il n'y a plus le pion E et qu'on a roqué, donc on a une défense. Ah, il y a dame 8. Voilà, dame 8, tout simplement. Mais on va se dire, mais attendez, j'ai encore une fourchette ici avec les blancs. Ici, les blancs peuvent faire fourchette encore. Il y a deux pièces pendantes, qui sont protégées qu'une seule fois. Comment je peux renouveler la fourchette sur ces deux cavaliers? Dame C2. Dame C2. Et pourtant, les noirs ne perdent pas de pièces. C'est incroyable. C'est magique, les échecs. Cavalier B4 marche? Cavalier V4, c'est incroyable, mais ça marche. Pourtant, je gagne au cavalier, hein. Je protège le fou, il prend. Je prends. Et là, le fou, regardez, c'est magique, il a pas de case. C'est juste incroyable. Le fou, on contrôle toutes Il y a des 5. Hein. On contrôle toutes les cases du fou. Et on n'a plus qu'à pousser F5. Alors, D5, on évite, pourquoi? Parce que regardez, ici, je peux faire fou D2, qui contre-attaque le cavalier. Si j'avais joué D5, la tour sera attaquée. Ah. Alors que là, je peux faire ça, ça, et prendre ici. Et là, les noirs sont très bien. Ils sont même mieux, hein. C'est une catastrophe pour blanc, ça, la part de fou est forte. Donc voilà, par contre, faut pas faire D5, parce que sinon, le fou prend B4, mais D5 serait tentant, hein. Mais en fait, faut jouer F5. Oui. Voilà. Donc, mais bon, là, la ligne est très bonne pour noir. Donc, ça, les blancs, je joue pas comme ça. Ça, c'est la grande ligne. Voilà. Cavalier prend 4, la grande ligne. Mais par contre, les blancs, en fait, ça faire la ligne. Dame C2. Dame E8. Cavalier C3. Alors, ça paraît étrange, hein. Cavalier prend. B prend. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que le fou est pas très joli ici, en fait. Le fou, là, le pion C3, en fait, renforce D4. Le fou est pas terrible. La tour n'est pas terrible. Celle-là est pas terrible non plus. La dame est pas forcément bien placée non plus sur la colonne E. Elle va devoir rebouger parce que sa colonne E est ouverte. Donc, et il y a quand même KG5 qui est quand même déjà assez sympathique comme coup, hein, qui arrive assez vite. Donc cette ligne-là, c'est la ligne qui est un peu critique. Maxime aurait été, je pense, assez content de rentrer dedans. Et donc, et là, en fait, Karana, il joue une autre ligne qui est connue parce que c'est Alireza qui, avant de jouer à Caro-Kann, hein, jouait pas mal à Kangasque. Maintenant, il joue à Caro-Kann, hein, mais il jouait la ligne KV4. C'est presque le coup d'Alireza, on va dire. Donc voilà, c'est ce qu'avait préparé Karana. Alors, il y a eu des parties par correspondance. C'est pas qu'Alireza qui a fait ça, il y a eu pas mal de parties qui ont été jouées. KC3, signe assez aigu, fou B7, KG5. Donc ça, cette position-là, d'après Data, il y avait déjà 8 parties en correspondance qui avaient été jouées dessus, et toutes les parties avaient été jouées avec Dame 8. Voilà, Dame 8, et voilà, Dame 8, qui fait pression sur le pion, et après, la séquence était assez... Voilà, les parties étaient jouées comme ceci, prise en E3 parce que le fou est attaqué, on sacrifie le cavalier en F7, on prend en F6, le fou recule. Alors là, ça a l'air pas terrible pour blanc parce que quand même deux fous, bonne qualité, c'est trop fort. Bah, les deux fous, surtout qu'ils sont très forts là, les fous, donc ça vaut clairement plus que tour et pion. Mais la petite pointe blanche, c'est qu'en fait, on gagne un temps sur la dame et qu'on met le cavalier en E4 avec un menace G5, qui force, fou prend E4, fou prend 4, et au final, il y a toujours deux pièces pour la tour, c'est vrai, mais c'est moins fort comme fou cavalier que deux fous. Voilà. Et en fait, surtout, au final, on va avoir une majorité de deux pions. 3 contre 1 à l'aile roi. C'est quand même pas négligeable. Donc la position est très aiguë, et c'était sans doute ce que Maxime aurait joué. Mais là, nouveauté théorique de Karana, bon, c'est pas surprenant que ce soit Karana qui
sortent la nouveauté en premier. Maxime est surpris, hein. Et ça, il n'avait pas préparé ce coup-là. Alors Maxime réfléchit longtemps, il trouve la meilleure séquence, hein, il se trompe pas, hein, il joue précis, on joue quand même E5, D prend, mais là, on prend pas en E5. Parce que Donc la nouveauté, c'est Dame 7. Ouais, Dame 7, c'est la nouveauté. C'est un coup nouveau. Ouais. C'est un coup nouveau. D'accord. C'est vraiment une nouveauté. Et la pointe, en fait, c'est sur E5, D prend E5. Si on joue comme la variante principale, D prend E5, bah maintenant, fou prend E3, bah, cavalier prend F7 ne marche plus. Parce que cavalier prend F7 tout à l'heure, ça menaçait cavalier D6 qui gagnait la dame qui était en E8. Mais elle est plus en E8. Oui. Donc il n'y a plus de découverte gênante, donc on peut reculer le fou. Et en fait, ça change beaucoup de choses à la ligne devient beaucoup moins claire. C'est-à-dire que, par exemple, une suite possible, voilà, échec, roi H8, bah, cette suite-là, on peut pas dire que ce soit mauvais pour noir, hein. C'est la égalité matérielle, les pièces noires, à part la tour B7, les pièces sont plutôt bien placées. En plus, tour B7, on peut jouer C6 ou C5 pour libérer la tour. Voilà. Le pion F2 est quand même bien sous pression. Oui. C'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est une réussite pour blanc. Donc là, c'est la grosse pointe, c'est fou à 7. C'est la grosse pointe de dame 7. Cependant, les blancs peuvent profiter de leur dame 7 en faisant K prend F7 d'abord. Qu'a joué Maxime. Là, l'idée, c'est que si je fais tour prend F7, bah maintenant, je vais prendre en E5, attaquant le fou A7, toujours D prend 5, faut pas oublier que le fou est attaqué, donc fou prend. Et maintenant, comme la dame est en E7, bah, E prend F6, c'est très mal. C'est très favorable. Là, c'est même gagnant pour les... Donc, resta, ici, la dame 7 est mal placée. Et resta, sur K prend F7, on peut pas prendre le cavalier. Mais de nouveau, il n'y a pas de découverte dangereuse. Donc, bah, la préparation Donc, de Corona, qu'est-ce qu'il fait prendre des 4? Alors, il peut pas reprendre des 4, mais c'est l'idée, il veut jouer sur le pion faible en D4. Il veut pas jouer, donc c'est pour ça qu'il pousse le 4. Alors, ça enferme le fou, par contre, c'est le petit défaut. Mais l'intérêt par rapport au prendre des 4, c'est qu'il veut jouer sur le pion faible D4. Voilà. Et il a pas peur de la découverte. Alors là, Mais les découvertes, il intercepte en D5? Non, pas tant, il bouge roi H8 en général. En général, il fait roi H8. Dans la plupart des lignes. Ça dépend des lignes, hein. Mais la plupart des lignes, il fera roi H8. Mais c'est vrai qu'on pourrait envisager qu'il y avait D5, je suis d'accord, qu'il y avait D5. En fait, je pense que le cavalier, il vise plutôt cette case-là, en fait. C'est pour ça qu'il va pas intercepter, je pense. Alors, dans la partie, Maxime, ici, il va réfléchir assez longtemps, quand même. Et, en gros, les coups critiques, c'était plutôt soit cavalier G5, soit cavalier D8. C'était la ligne critique pour aller occuper la case E6. Avec un cavalier monstrueux en E6. Alors, cependant, le risque de cette ligne-là, c'est qu'en gros, c'est quasiment la seule grosse, enfin, avec le fou B3 qui est quand même pas trop mal, mais globalement, les pièces blanches ne sont pas géniales, à part ce cavalier E6. Et là, il a plein de suites possibles pour noir. Et bon, la suite conseillée, c'est tour FC8. Mais pour vous montrer un peu ce que devait calculer Maxime, parce que lui, c'est pas forcément que tour FC8, c'est coup préparé par Corda, il peut quand même calculer les sacrifices de qualité. Il se regarde, parce qu'en fait, en gros, la seule pièce mauvaise pour noir, c'est celle-là. Et après cavalier prend, tour prend, ben, les noirs n'ont plus aucune pièce mauvaise, quasiment. Donc encore, ils ont carrément plein de pièces bonnes. Et donc, voilà, donc vous voyez, on doit quand même être facile. Vous voyez, les pièces blanches sont quand même bien passives. Et une ligne assez marrante ici, c'est carrément de sacrifier le pion pour menacer vraiment de rentrer sur la diagonale qui est quand même assez fragile pour blanc. Et voilà, donc je regardais un peu, voilà, il y a plein de suites possibles. Hein. Une des suites, voilà. La machine a dit que cette position-là, et franchement, je comprends que Maxime, vous voyez un peu la position, ok, il a une qualité d'avance, il y a un tour d'avance pour les blancs, mais on voit bien quand même qu'il a quand même une grosse pression noire. Et en sachant en plus que, probablement, si c'était une ligne, c'est la ligne qui avait choisi Corona, ben, il l'aurait préparé très loin. Donc Maxime se dit, de façon assez rationnelle, je pense, il se dit, non, si je peux trouver quelque chose de plus calme, tant pis, je vais pas jouer pour le gain, mais je vais essayer de jouer pour égaliser. Donc il a décidé d'aller éliminer le fou B7. Donc voilà, il va essayer d'éliminer des pièces, il va commencer à échanger des pièces pour essayer de jouer une position qui est en fait un peu inférieure hein, quand même pour lui, hein, la position après dame 2 C6, auquel a deux pions faibles pour noir, hein, d'un point de vue structurel. Cependant, les pièces blanches ne sont pas idéalement placées pour attaquer ces pions. Alors que le pion faible ici noir, bien blanc, pardon, les noirs en fait ils ont vraiment les pièces placées idéalement pour. C'est-à-dire que Asie arrive très vite. Voilà, et ça, on peut vraiment mettre du monde sur des 4. Donc il y a trois faiblesses, mais globalement c'est plutôt la faiblesse blanche qui est plus pénible. En plus, quand il y a dame D6, il y a aussi le plan F B8 derrière, qui de nouveau souligne la faiblesse ici. Donc, le pion A5 qui est une faiblesse aussi en finale. En finale, oui. En finale, à condition que les blancs n'aient pas envahi à 6ème. Oui, effectivement.
Mais bon, il a plus de fou de casse noire, hein, que chez les noirs, donc c'est pas si simple à profiter de 5. Parce qu'il a que le cavalier qui peut aller le chercher. Ah si, le fou de casse noire, je sais pas s'il est là, mais bon, fou B8, fou 7, oui, effectivement. Si on arrive à recycler le fou, ça peut devenir un final. Bon, là, après, c'est que c'est vraiment un final, donc on est quand même assez loin encore. On est quand même assez loin. Mais c'est vrai. Donc là, pour info, Karana n'a pas encore réfléchi. Il a vraiment restitué. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il a gagné du temps à la pendule pour l'instant. Grâce aux 30 secondes par coup. Il a pas, là, il est encore, et là, il vient tout juste de finir, non pas sa préparation, mais sa phase de restitution. C'est-à-dire qu'il connaît la position, mais non seulement il connaît, mais là, il avait déjà fait tous ses choix avant la partie. Donc, voilà. Donc il prend 42 minutes à la pendule à Maxime, qui est pas mal, parce que Maxime joue assez vite. Bon, voilà. Donc, et en plus, il a une position plutôt favorable, mais pas non plus démentielle. Et en plus, Maxime, ici, a conscience d'être un peu en infériorité. Il va vraiment bien jouer, c'est-à-dire qu'il va jouer très solide. Alors ici, c'est vrai que pour des 7, qui est tout naturel, hein, c'est les dés de C6. En fait, il semblerait que le plan dame D6 tout D8 soit plus ambitieux. Même si ça semble tenir pour blanc. C'est-à-dire que, par exemple, un dame D6, F3 comme dans la partie, fou B8 qui menace dame H2. Et là, c'est vrai qu'il faut quand même faire G4 qui est un peu douloureux. Mais ça semble tenir pour blanc. Ça semble tenir pour blanc, même si ça fait... On est d'accord que c'est pas forcément la ligne la plus réjouissante. Hein. C'est un peu plus ambitieux que le coup tour des 7 de la partie. Bon. Et dans la partie, bon, la F3, bien sûr, on retire la faiblesse noire, mais c'est pour dégager les forces blanches. Clairement, c'est-à-dire que un joueur comme Larsen aura tendance à surjouer la position, à vouloir essayer de gagner le pion 4. Bon, après, même Larsen, je pense qu'il aura peut-être joué F3 quand même ici. Mais voilà, ici, faut pas, alors, faut se rendre compte que la position, on est en infériorité, tant pis, on élimine une faiblesse adverse, on libère son jeu, ça vaut le coup. Et par contre, ici, P5, voilà, il échange deux faiblesses. Clairement, ici, Karana, c'est la première ronde. Il prend pas trop de risques. C'est-à-dire qu'il joue un coup qui est très solide aussi. C'est-à-dire il garde un petit avantage, mais clairement, il prend pas, il va pas essayer d'aller très loin. C'est la première ronde, hein. Il joue contre un joueur qui est quand même qui est un des 3 meilleurs du tournoi, donc voilà, il joue solide aussi. Et globalement, bon voilà, ça va petit à petit se diriger vers une nulle. Hein. Là, je vais un peu plus vite parce que c'est un peu, voilà. Et là, ça devient vraiment très égal. Ouais, ils ont continué quelques coups, hein, mais bon, c'est très vite parce que là, voilà, ça se liquide et c'est nul. Donc là, pas de surprise hein, sur les préparations. Fabiano est clairement le mieux préparé. Ça, malheureusement, on s'y attendait. Maxime était quand même bien au point sur ses variantes, mais l'autre a sorti la nouveauté en premier. Mais Maxime, a bien évité n'a pas eu trop à souffrir non plus. Hein. Donc c'est un résultat nul très correct pour Maxime, malgré qu'il ait des blancs. C'est pas du tout un résultat défavorable. Partie suivante contre Digniren. Digniren vient de perdre la première ronde hein, contre Wangao. Une grosse surprise. Il a fait une grosse bourde hein, contre Wangao, une position. C'est-à-dire qu'il a joué une partie. Ils ont pas joué une grande partie, Wangao. Et d'ailleurs, pendant longtemps, pendant la partie, on se demandait s'ils allaient pas faire une sorte de nul au salon, en fait. Puis tout à coup, il fait une grosse gaffe, Digniren, donc il perd la partie. Et donc, voilà. Donc c'est vrai que c'est question, est-ce qu'il était. On va voir un peu ce qui se passe sur la deuxième. Donc, deuxième ronde. Donc, de nouveau les blancs pour Maxime, de nouveau une espagnole. Alors, pas de surprise, hein, Dingerod est quasiment le seul chinois à pas jouer à Petrov. Que tous les chinois jouent quasi exclusivement à Petrov. Hein, on pourrait presque la rappeler défense chinoise, maintenant, tellement il la joue. Bon, c'est pas les seuls, hein. Duda, Irana l'a joué pendant un petit moment. Duda la joue très régulièrement. Et c'est assez impressionnant. Il joue vraiment très préparable d'ailleurs à ce niveau-là. Fou à 4. Donc, F6, fou 7, tour 1, B5, la grande ligne. Hein. Petit rock, menace le Gambit Marshall, refus, hein, donc l'anti-Marshall Kramnik, H3. Fou B7, donc a priori, après, s'il joue C3, on suppose qu'il fera, elle a quand même D5 qui est très fort, donc là on évite de faire C3. Donc D3, c'est le coup principal. Et là, il y a deux coups majeurs. Il y a le Gambit D5 qui est vraiment été popularisé par Étienne Bacro. C'est Étienne Bacro et Nedic qui ont vraiment beaucoup joué ce Gambit. Hein, qui est vraiment très intéressant. Bon, voilà. Et par contre, c'est vrai c'est pas la première fois qu'il ne le joue pas. Ça ressemble un peu au Gambit Marshall quand même, non? Ah oui, comment c'est? Ça ressemble un peu au Marshall. Ah oui, clairement. Oui, clairement. Alors, les différences par rapport au Gambit Marshall, c'est que les blancs n'ont pas joué ces trois, ce qui est quand même plutôt favorable pour les blancs. Hein. Le cavalier est libéré tout de suite. C'est-à-dire qu'en termes de développement, les blancs sont nettement, c'est beaucoup plus agréable en termes de développement pour les blancs.
Par contre, les noirs, ils ont réussi à avoir deux magnifiques cavaliers, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un super jeu figural, quoi. Et c'est vraiment intéressant comme ligne. D'ailleurs, ouais, cette ligne-là, pour l'instant, elle tient encore pour noir. Mais Digneron, c'est vrai qu'il préfère souvent jouer D6, alors que c'est quand même une ligne un peu soumise. Hein. Le fou au B7 est vraiment moche, hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pas joli. D'ailleurs, plus tard dans le tournoi, on va lui rejouer l'espagnol. C'est Griffith qui va le rejouer l'espagnol. Il va pas jouer cette ligne avec les noirs. Il va pas faire fou B7. Il va tout de suite jouer D6. Et ensuite, ensuite après, non, je sais plus l'ordre de coups qu'ils ont joué. Ah oui, mais il a peut-être pas joué H3, mais il va faire le plan avec Kaya 5 et fou 6 dans la partie suivante. Donc on va lui rejouer l'espagnol. Il va pas rejouer le plan avec fou B7 et D6 parce que c'est quand même, on va voir, c'est un peu une souffrance pour les noirs. Même. Bon, Digneron a déjà joué plusieurs fois cette position, hein. Donc c'est pas une surprise. Donc D6, attention, hein, ça protège l'option, donc ça menace Cavalier A5. Les blancs doivent réagir, donc ils ont le choix entre A4, A3, C3 et plus rarement C4. C'est très rare. C4. Voilà. Il faut donner une case de fuite au fou. A3 a été choisi, hein, c'est le coup à la mode. Dame D7. Bon voilà, il a déjà joué ça, hein, c'est rien de nouveau pour l'instant. KC3, ça a déjà été joué aussi en tour F8. Voilà, donc là c'est la fin de restitution pour Digneron, c'est-à-dire qu'il va commencer à réfléchir à partir de là. Maxime lui préparer un peu plus loin. Fou D2. Donc fou D2, c'est un coup assez important, c'est contrôle A5, ça évitera des cavaliers A5 dans pas mal de lignes. Donc d'ailleurs, K D8, je vais tout de suite, hein, on essaie de recycler le cavalier. Et là, K D5, c'est un peu la pointe de la ligne. C'est-à-dire qu'on installe le cavalier en D5. En général, il est éliminé par le cavalier, et on prend bien sûr du pion pour... Enfin, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir deux pièces horribles pour les noirs. Donc, le fou B7 qui tape contre un D5, et K D8 qui au mieux aura la case F7 qu'on aura bougé le pion F. Donc c'est un peu douloureux. D'ailleurs, quel est le coup tentant ici pour noir pour essayer de libérer ces deux pièces? Quel serait le coup tentant à votre avis? C6. Voilà, C6, c'est le coup naturel. Et là, quelle est la pointe blanche? Quel est le coup à pointe? C'est une toute petite pointe. Mais comment maintenir le pion D5? On joue C4. Ah oui, Voilà. non, puis on prend fou prend F7. On n'a pas fou prend F7. Ah non. Non, pardon, il y a KD8, on peut en rendre du fou au pire. Donc C4, regardez, C4, c'est assez magique. Pardon? Voilà. Donc vous voyez, le C4, c'est vraiment magique. Hein. Excusez-moi. Vous voyez, on profite des pions doublés pour maintenir le pion en D5. Ah pardon, j'ai eu intervé, j'ai pas fait attention. Donc on profite du pion doublé pour profiter du pion D5. Regardez, grâce à ce pion D3, je contrôle C4, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir éliminer le pion C4. Et résultat, j'arrive à maintenir le pion D5, hein, même s'il fait C franc. Même si les pions sont isolés, en fait, ce pion-là, il est juste monstrueux. Il domine deux pièces noires, quoi. Ce qui est quand même génial pour un pion, quoi. Donc ça, et cette ligne en fait, ça va pas trop pour les... C'est vraiment pénible à jouer pour les noirs. Donc en général, les noirs ne font pas ça. Oui, mais... Oui, pardon. Oui. Excuse-moi, j'ai une question. Non, plus le jeu. Oui, vas-y. Les cavaliers. Ouais. Fou bloqué quelque part. Il a moins d'avenir. Le fou 7 peut essayer de jouer sur l'autre. Alors, le fou, d'accord. Le fou C8, tu trouves qu'il y a... Alors, le fou C8, on peut se dire qu'il va revenir par là, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ensuite, on fait, bien évidemment, les Français Ah, tu parles du fou noir sur... Et je capte très mal. Ouais, le fou noir, il peut se recycler. Non, pas le fou de case noire. Le fou B7, il peut se recycler. C8, etc. Le cavalier B7, cavalier C5. Alors, et je vois pas comment le fou B3. Non, mais sur KB7, on recule le fou, on fait B4. Voilà. On fait B4. On va faire B4 avant, en fait. On va bouger le fou et fou à 2 B4 et KB7 est mort. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est classique. Hein. Fou à 2, B4, le coup B4 fait très mal. Et le fou C8, il est gêné par la dame D7. Il peut pas aller en 6, il peut aller qu'en F5, et en F5, il est pas stable. Hein. Il est pas si clair, hein. Même en F5. Donc, il est un peu tout seul. Donc, c'est pas évident, en fait, hein, de recycler. Et en fait, souvent, le cavalier va plutôt recycler en F7, hein, généralement. Parce que c'est vrai que les prospects noirs, c'est plutôt à l'aile roi. Profiter du fait que le pion E4 a disparu pour pousser F5 et essayer de jouer à l'aile roi.
C'est le plan général. Alors, en général, par contre, on joue pas C6. Généralement, bon, on profite du fait que le pion D ne peut pas prendre pour résoudre le problème du pion C7 qui est quand même pas très joli. Donc on fait C5, c'est gratuit parce qu'on va pas prendre en C6. Voilà. Et donc c'est le coup principal. Et là, il y avait une partie par correspondance qui avait été jouée au championnat du monde, qui était C4, avec finalement, bon, les Noirs avaient joué F5 et ça avait donné une position assez avec une position pas claire en fait. Là, vous voyez, les pièces noires sont toutes libérées. On peut pas dire que ce soit une catastrophe pour Noir. Hein. Voilà. Ok, les pions sont un peu pendants. Hein, ici, c'est quand même risqué, hein. Mais c'est la part de fou pour les blancs. Mais c'était pas si clair. C'est-à-dire que la partie, c'est nul. Alors Maxime, il est venu avec une nouveauté qui est assez naturelle. Hein, il fait A4. Voilà, il fait A4. Et c'est une nouveauté. Bon, le coup paraît standard, mais c'est assez fort en fait, parce que ici, l'Irene Dig, en fait, il est vraiment pas en forme. Il va jouer le coup. Il va jouer comme dans le parti. Il va faire F5. Mais c'est une faute. En fait, A4 interdit F5. C'est assez magique. Vous voyez, A4 interdit F5 parce que ici les blancs jouent et gagnent du matériel. Enfin, pas beaucoup, hein, mais ils en gagnent un tout petit peu. Alors, c'est vrai que je suis désolé, aujourd'hui je vous capte très mal. Alors, je désactive la caméra pour gagner un peu de... Donc, prend le 5. Voilà, on se dit qu'il y a des thèmes avec KF prend 5. Bien vu. Après, Alors, je suis d'après, je vous entends... J'espère que vous m'entendez bien, moi, parce que moi, c'est vrai que je vous entends très très mal. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. D'accord. Oui, on t'entend. Ah, ben là, je vous entends bien. Bon, d'accord. Donc, Moi, je t'entends. donc, effectivement, on a des thèmes avec KF prend 5, D prend, échec, roi bouge, un peu comme tout à l'heure. D prend, tour prend. Mais là, ça va encore pour noir. Ça. Mais il y a quelque chose qui va pas. Et ben, une séquence forcée qui qui donne un léger plus au blanc, enfin, un gros plus au blanc, quand même, un gros plus. Donc, et c'est plein de thèmes, là. Les thèmes de l'enfilade, de l'attraction, de la déviation, de la découverte, de la promotion. Ouais, c'est quand même assez vaste, hein, les thèmes utilisés. La séquence n'est pas très longue, mais c'est vrai que c'est pas évident de voir que c'est gagnant. Et tu as raison, hein, c'est KF prend 5. C'est si tour. Comment? Tour prend le 5, prend le 5. Tour prend 5. Alors, c'est assez violent. D prend. Échec. Non, KF prend 5 d'abord. Roi H8. Cavalier prend 5. Oui. Voilà, cavalier prend 5 avec l'idée d'aller en F7. Voilà, là c'est vrai que c'est assez désagréable. C'est possible, hein? Comment? Ouais, ah, mais la cavalier. La cavalier D8. Regardez F7. La cavalier D8 qui garde F7. Le cavalier. Et on peut pas aller. Dommage, c'était bien. Ouais, sinon c'est pas mal parce que c'était vraiment pas loin, mais non. D'accord. Ok. Mais faut jouer cavalier prend 5. Avec dame H5. Non, faut jouer. Non, échec, on reprend. Faut 2 secondes. Faut jouer cavalier prend 5 d'abord. Non, parce que la dame, elle rentre en D6. Attends. Non, mais avant D6, faut pas jouer D6. Ah, Christian, Dame H5. Si on joue cavalier prend 5 avant D6. Ouais, parce qu'en fait ici il y a pas de problème. qu'est-ce La qu'on dame fait, là protège. Ah, tour A8 est attaqué, mais bon, on peut faire tour F8 et la dame protège D6. Donc ça n'a pas de gain pour les. Ouais, maintenant, là, là, tu fais fou. Non, attends. Ouais, alors, avant de jouer dame, tu joues d'abord le fou. F4. Tu joues d'abord. Non, le fou blanc. Tu joues le fou blanc en F7. Bah, au pire, je me contente de jouer Attaquant la tour. Non, mais au pire, je suis content de jouer ça, en fait. Fou prend, là. Ouais, mais fou prend, mais je veux dire, j'ai déjà. Fou prend. C'est pas déjà. Fou prend, fou D6. Fou D6, menace mat, menace fou. Ah, c'est pas mat, mais c'est possible, c'est presque mat, le purgé de relais. Ouais. Non, c'est vraiment horrible. Ça va pas, c'est signal. Non, là, ça va pas. Et donc, on me disait cahier prend 5 avant de faire cahier prend 5, dame D6. Oui. ça bloque. Alors, fou F4 peut-être quand même. Fou F4. Bah, fou F4. Voilà, fou F4.
vrai que fou F4, c'est là plus pénible. Faut vérifier. Tac. Tu vas aller en G6. Alors désolé, j'ai un petit problème de connexion. Fou G5 peut-être. G5, G5. Alors G5 aussi est possible, mais je fais un coup plus prudent, mais après. Sur G5, t'as Dame H5. Voilà. Donc ici, Dame H5 aussi d'ailleurs. Tiens, c'est Dame H5 aussi, c'est faisable aussi ici d'ailleurs. Ça, c'est plus. Voilà, c'est. Ah, là, Allô? Oui. Dame H5 ici c'est pas mal. Hein. Dame H5, c'est assez sévère. Non là, Dame H5 ça a l'air trop fort. Je vais vérifier avec la machine, mais ça a l'air beaucoup trop fort. Ah bah non, la machine dit que tour prend 5 suffit, ça j'y croyais pas. La machine dit que tour prend 5 suffit pour les... Ah, c'est vrai qu'on a déjà sacrifié trop de matériel, d'accord. Okay. Bon, vous voyez, ça tient pas. Donc voilà, là c'est pas ok pour blanc. Hop. Donc, alors j'espère que vous m'entendez, hein, parce que c'est vrai que j'ai des petits problèmes de connexion. Vous m'entendez? D'accord, très bien. Donc, oui. en fait, le but, c'est de se dire, je vais dévier la dame. La dame noire est trop bien placée, et en fait, on va réussir à la dévier. Alors pour ça, on va déjà poser une première question. On va prendre en B5. Donc là, la dame, bien sûr, va pas prendre, parce que sinon, c'est une enfilade. Donc on prend en B5. Ouais. On échange les tours. Ça, le fou est juste mal placé, maintenant, ça c'est clair. Et maintenant, on va essayer d'ouvrir la diagonale. Donc comment on ouvre la diagonale? C4. On fait C4. Et là, on menace, il faut attention, on menace prendre et fou A4. Voilà, je menace de prendre en B5, suite fou A4, enfilade. Sur la tour 8. Donc ici, on pourrait par exemple jouer tour F8 pour empêcher ça. Mais l'ennui, c'est qu'après C prend B, dame prend B. Alors, ouais, j'ai vraiment des gros problèmes de connexion. Dame prend B. Cavalier prend E5 et devient monstrueux. Parce que vous voyez, le fou 7 est sans défense. D6 et... Une fourchette. Ouais, c'est une catastrophe. On peut faire... Voilà, donc là, on peut faire KF7 pour éviter la fourchette, mais D prend, tour là, tour prend E5 par exemple, avec une position, voilà, qui est juste terrible. Voilà, donc là, ça va pas. Donc Raïssa, bien sûr, il n'a pas joué comme ça. Après C4, il a conscience que ça va pas, donc il fait KF7. Prise en B5, le pion n'est pas prenable, donc les blancs ont gagné un pion net. Voilà, les blancs ont un pion de plus. Alors vous allez me dire, les pions, ils sont tous isolés. Alors effectivement, ils sont tous isolés. Cependant, ce pion D5, il a un rôle énorme, hein, il gêne énormément celui-là. Et ce pion B5, c'est une dame potentielle, parce que l'idée, on va bouger le fou, on va pousser B4, on va ouvrir la colonne B, et ce pion B va pouvoir être soutenu. Donc, et c'est difficile d'empêcher ce plan-là pour les noirs. Donc, c'est quand même un bon pion de plus, en fait, hein, arrêtez. Ça va. Alors, les noirs, ils ont du contre-jeu à droit, dans ce qu'il va essayer. Hein. Ouais. Les noirs vont attaquer les rois, les blancs, ils vont d'abord sécuriser leur aile droit, hein, ils vont quand même faire attention. Et donc, on va arriver à la position qu'on a vue tout à l'heure. Au fur et à mesure, hein, là, ils ont joué. Les blancs ont été quand même plutôt précis, hein, ils n'ont jamais laissé filer l'avantage. Et hop, la petite combinaison finale qui donne une pièce d'avance. Donc là, bonne préparation de Maxime. Bon, une faute un peu surprenante de Lirending, hein, qui normalement est un joueur très fort au niveau des calculs. C'est une faute. C'est quand même bon pour moi. F5 évidemment, c'est pas du tout évident de voir que ça perd. La combinaison est quand même longue, mais pour Lindgren, c'est pas long du tout en fait. C'est très très surprenant. Donc plutôt une très bonne affaire pour Maxime, hein, qui a 2 bons résultats sur 2 premières rondes. Ensuite, très bonne affaire encore, c'est contre Giry. Donc Giry, c'était quand même là il a les noirs contre Giry. Et vraiment ça rame terriblement. Donc les noirs contre Giry, et là ça peut être vraiment quelque chose de dangereux. Parce que Giry a des préparations très très poussées, et Maxime est très préparable parce qu'on sait ce qu'il joue. Donc ça peut vraiment être dangereux. Et donc là, il choisit donc D4, donc ça va attaquer une Fed, sans surprise. On se demande ce que Giry va préparer, et là il joue fou D2. Alors, D2 est une ligne secondaire, mais qui est importante, hein, c'est pas une ligne marginale. Cependant, c'est une des rares lignes où les blancs ne cherchent qu'un petit avantage. C'est-à-dire que, en général, la plupart des lignes de la zone faible, les blancs cherchent le chaos. Et là, Giry, qui pourtant
qui souvent joue des lignes très critiques, là joue une ligne qui vise, qui a un petit avantage côté blanc, ce qui a même surpris, je pense, Maxime, parce qu'il avait commencé à réfléchir ici, il a quand même une hésitation ici, Maxime, assez longue, de quelques minutes, parce que, franchement, c'est une surprise très agréable, en fait, de ce que tu te dis, mais attends, là, la ligne que je joue en ce moment, c'est un léger désavantage noir, ça tient plutôt bien, il vérifie sa ligne, parce qu'il se dit, mais attends, c'est trop de bonheur, quoi, je veux dire, c'est peut-être une nulle, je vais peut-être faire nul facilement, quoi. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que, donc là, j'avoue, j'ai pas compris le choix de Géry. Parce que, la ligne est très correcte, ok, pour blanc. Elle a même été légèrement renforcée. Donc là, faut voir que les modes évoluent, hein. Des fois, on fait KSC6. Ça a été très à la mode parce que personne n'aimait bien ce coup-là, et Neptunachi aussi. Mais c'est ça qui est quand même la grande ligne, une des grandes lignes. Full G7 n'est pas la seule ligne. Il y a aussi KFB6 qui existe. C'est intéressant aussi, hein. C'est aussi une grande ligne. Mais là, il choisit la ligne. En gros, Maxime a joué la ligne la plus solide. La ligne qui est actuellement la position de plutôt bien tenir pour noir. Petit roc, dame D2. Alors ici, avant, on jouait E6. Sans trop craindre D6, parce qu'on considérait qu'on faut les développer. Mais les plans à H4, H5 ont été vraiment renforcés. Comme souvent, hein. Actuellement, tous les plans à H4, H5, avec les machines, les nouvelles machines comme Alpha et Lila 0 adorent ces plans-là et les renforcent violemment. Et donc, résultat, les noirs, maintenant, ils évitent ça. Et donc, ils jouent Dame D6 pour pouvoir jouer E6 sans qu'il y ait D6. Voilà. Et finalement, alors, ça a l'air du fait... Quel est le rapport avec les plans H4 quel est le rapport? C'est le coup E6 qui permettait les coups H4? Alors, pourquoi? Parce que, il rendait fort les coups H4. Regarde, E6, D6. Là, la position reste fermée au centre. D'accord? La position reste fermée. D'accord. Oui. Fermée par H4, H5, les mains libres. Alors qu'après Dame D6, okay, on va jouer E6 et les blancs ne pourront pas éviter qu'on échange en D5 et qu'on ouvre le jeu. Et donc, le roi va se retrouver au centre. D'accord. C'est ça la pointe. Oui, d'accord. D'où la Dame D6. Mais malgré tout, c'est quand même coûteux, hein. Les noirs jouent à tempo, ce qui fait que ça avait un peu ravivé la ligne pour les blancs. Bon, pas beaucoup non plus. Parce qu'en fait, après F4, qui menace E5, hein, E6, le coup attendu, fou C4, donc là c'est le moment critique, et en fait ça fait déjà un petit moment que la solution est connue, hein. Ça fait déjà pas mal d'années. En fait, on fait le sacrifice B5, et en fait les noirs n'ont pas de problème. Cette ligne-là, elle est connue, hein. D, fou C4 profite du clouage, on protège le pion, il y a 3, toujours la pièce clouée. Alors, ici Maxime va quand même réfléchir et jouer un coup plus rare. Il va jouer KD7. Le coup qui était joué jusqu'à maintenant, c'était tour D8. Et il y avait une partie de Neptunachi avec fou prend, avec les noirs à Neptunachi. Fou prend, voilà, il y avait une partie de Neptunachi là-dessus, où les blancs ont un micro-avantage. Voilà. C'est vraiment pas, la partie, ça avait continué comme ça. Et là, franchement, l'avantage blanc est vraiment très très faible. Donc, voilà. Alors, Maxime, quand même, il a un petit peu peur. Il a pas fait. Comment? Le roi est plus actif que le roi noir. Le roi blanc est un peu plus actif que le roi noir. C'est tout. Le roi, il a plus de parties, il est un peu plus vite dans le jeu que le roi noir. Voilà, c'est vraiment minime. Hein. D'accord. C'est très très faible. Le cavalier est un peu mieux que le cavalier noir. Bon, alors encore que c'est vraiment encore plus faible. Vraiment, mais par contre, le roi est vraiment plus, parce que tout roi va couper le roi noir, donc le roi blanc s'active, pas le roi noir. Donc c'est un petit avantage, mais bon, malgré tout, c'est quand même plus agréable. Mais franchement, Maxime, je pense qu'il était assez serein. Comment? Mais Maxime était serein, je pense. Là, il a raté le Alors, ici, on peut pas, donc on pourra jouer tour B8 plus tard, donc le roi ira en C2, hein, donc roi C2, roi D3. Mais bon, là, c'est au banc de jouer, mais voilà, la tour est quand même active, hein, la tour noire, par contre, elle a aucun problème. Le seul problème des noirs, c'est ce roi-là qui est un peu passif. C'est tout. Hein. C'est le seul problème noir, et en plus, il est pas... Mais les... Alors, je suis vraiment navré, ça coupe complètement, quoi. De toute façon, le roi pour les deux... Alors, si quelqu'un entend Gérard, est-ce que quelqu'un peut répéter ce que me dit Gérard, parce que j'entends mal? Le roi... Je suis désolé. Donc, on est à la fois le SB. Donc, les noirs auront... Parce qu'en fait, bon, là, c'est au blanc de jouer. Donc, les blancs vont jouer tour roi, qui est le coup attendu. Tour B8, par exemple. Roi C2. Et, ouais, c'est juste...
Donc je sais, en fait, j'entends pas ce que tu dis, Oui, Gérard. d'accord. Oui. Donc, ce que je. Bon, j'ai compris. Eh J'ai ben, compris. cavalier B6. J'ai compris, les noirs, les blancs arrivent juste à temps. Ok. Oui, les blancs, oui, c'est ça. Cavalier B6. Alors, cavalier B6, par exemple, cavalier B6, cavalier E5. Voilà, c'est. Cavalier B6, cavalier C4, il y a tour ensuite. Voilà. Alors, cavalier C4, là, il peut pas, mais bon, tour E8 pour trouver le cavalier, par exemple. Voilà, Oui, mais. moi, j'ai compris. Voilà, mais ça. J'ai compris, oui, oui. Mais là, ça tient. Oui, F6. d'accord. Voilà. Ça tient. Mais il y a un petit avantage. Léger avantage blanc, ça veut pas dire gain, hein. Ça veut dire vraiment que c'est égal, normalement. C'est-à-dire que ça tient pour noir. Non, sur ce que tu viens de jouer. Attends, sur ce que tu viens de jouer, il y avait F6 là qui tue, non? Non, mais là, c'est au blanc de jouer. C'est au blanc de jouer ici. Non, mais attends, reviens à la position que tu as montrée. Cavalier B6. Cavalier Voilà, là, tu joues F6, qu'est-ce qui se passe? Alors, cavalier F6. Alors, cavalier C6, je suppose. Oui, il y a cavalier D3 sur F6. Oui. Alors, avant quoi? Non, c'est bon. Donc là, tu joues tour B7. Pour B7. Non, attends, on revient. Cavalier B6. Cavalier E5. Cavalier B6, cavalier E5. F6. Cavalier C6. Ou attends, une bêtise. Vous me parlez? Parce que là, j'entends rien. Tour B7. Donc, tour B7, oui. Bon. Déjà, tour E8, c'est pas si clair, non? Tour E8. Oui, non, tu joues tour F7. On roi F7, cavalier F7, je veux dire. On prend, cavalier prend. Ouais. Non, mais c'est très léger, mais c'est pas simple à jouer. Hein. C'est léger. Ça fait nul. Il y a une partie des cavaliers qui a fait nul. Cavalier C4, cavalier prend pion, cavalier échec. Oui, il y a très petit avantage blanc. Oui, il a très petit avantage blanc. Je vois pas. Voilà. C'est assez clair que les blancs ont un petit avantage. Je veux dire, la différence entre les pièces, c'est assez net quand même. Un roi plus fort que le roi 3, un petit avantage blanc, c'est tout. Hein. C'est là juste. La structure est quasi symétrique. Donc, vraiment, la différence, c'est ce pion-là, ici. Voilà. Les différences sont quand même vraiment minimes en termes de structure. Il y a juste un roi qui est mieux que l'autre. C'est tout. Un roi qui est plus fort que l'autre, donc il y a quand même un petit avantage blanc à cause du roi vieux. Mais clairement, ça ne suffit pas pour gagner. Bon, en tout cas, ça paraît douteux qu'on puisse gagner. En tout cas, la partie, ça a été venu assez vite. Donc, mais là, Maxime, en fait, malgré tout, il se dit qu'il y a peut-être quand même, il joue contre Géry. En général, Géry, il joue pas pour faire nul avec blanc, quoi. Et donc, il se demande si Géry n'a pas quelque chose de nouveau ici, peut-être tour D1, je sais pas. Donc, donc Ressa, il joue une ligne. Il joue une ligne un peu secondaire, mais qui tient aussi très bien et qui essaie d'éviter en fait les préparations de Géry. Et globalement, il va avoir une nulle assez tranquille. Hein. Bon, attention à la finale, tour fou contre tour cavalier est dangereuse, mais là, en fait, il va annuler tout de suite. Quoi. Donc voilà, donc résultat, en 30 coups avec les noirs, il annule, sans avoir beaucoup dépensé d'énergie. Contre Géry, c'est vraiment... franchement, il aurait signé avant la partie, je pense. Hein. Pour l'instant, le début de tournoi est très bon. Hein. Je veux dire, Kurana, ok, lui compte une préparation, mais sans trop suer, il fait nul. Il bat Dini Run de façon très propre, mais voilà, pas non plus une partie monstrueuse, mais une bonne préparation, une gaffe, il en profite et après il valorise l'avantage. Il fait nul sans jouer contre Géry. Donc, la première grosse partie, c'est celle contre Grifchuk. On l'avait déjà vu, je crois, l'année dernière. Donc, c'est sur la variante Kramnik, A3. La variante Kramnik de la berlinoise. Maxime va être super bien préparé. Grifchuk va dépenser 1 heure de temps, même 1h20 de temps, juste pour jouer les coups qu'il avait déjà joué avant. Enfin, je veux dire, rejouer une ligne qu'il a déjà joué. Qu'il avait déjà préparé en plus avec son équipe. Mais il a eu un bug, hein, ça lui arrive. C'est un de ses défauts. Et Maxime va juste... Bon, c'est dommage, il va rater dans cette position-là, critique. Il va rater tour 4, qui gagne, en fait. Il a réfléchi très longtemps pour jouer à 4. Mais sur lequel il prend 4, il avait vraiment envisagé le x3, donc il a juste vérifié le x3 pendant 2 minutes.
il n'a pas du tout. Alors que, ouais, avec la tour 4, on l'a vu l'année ouais, dernière. on avait déjà vu effectivement qu'il gagne, mais qui est quand même très compliqué. Il a des lignes assez aiguës. Mais voilà, s'il avait envisagé, je pense qu'il aurait trouvé le gars. Hein, mais il a vraiment pas du tout envisagé tour 4. Il avait vraiment vu fou à 3. Il estimait que c'était quand même pas mal déjà pour blanc. Mais par contre, Grichuk est monstrueux. Hein, parce que là, Grichuk, il se 30 secondes. Et pendant 10 coups, il va jouer que les coups uniques quasiment. Et il va réussir à annuler. Donc, un petit regret pour Maxime. Mais... Comment pourquoi tu dis tour 4, ça gagne? Ça gagne, parce que c'est la machine de dire, hein, mais il y a plein de suites. Ouais. Tu vois là, ça prend quasiment, tu vois, et encore, j'ai pas tout mis. Hein. J'ai mis que les lignes principales, et déjà, ça fait beaucoup de bruit. Alors, je vous montre une des lignes. Sacrifice de qualité. On prend ici, ça menace au prend G7. Alors attention, là, donc, on protège. Et là, en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, il y a une menace de masse. C'est-à-dire qu'on menace, en fait, ça va menacer masse, hein, sur un de cavalier, ça sert à rien. Parce que la menace fou G5, c'est radical. C'est un exemple. Hein, c'est pas la ligne la plus compliquée. Mais voilà, mais il y a des lignes horriblement compliquées, hein, comme voilà, x3, on sacrifie ici. Alors, il peut pas prendre, parce que s'il prend E6, c'est trop fort. Et voilà, et là, on prend même pas en H, c'est n'importe quoi. Voilà, on gagne une pièce ici. Voilà, là, des lignes de malade. Hein, la une, je crois qu'elle est vraiment terrible. On a une, celle-là. Celle-là, elle est juste monstrueuse. Voilà, on est là. Ici, on joue E6. Il attaque la tour. On répond pas. On répond toujours pas. On contre-attaque la tour, mais toujours on donne la tour E4. Hein, on oublie, hein, c'est pas grave. Il apprend pas. Alors, il peut apprendre. Hein, on peut regarder la prise quand même. On s'y prend. En fait, on récupère avec une position très très favorable pour les noirs blancs. Voilà, et c'est que des lignes assez pointues quand même, hein, et ça gagne. Mais c'est très pointu. Donc il a un petit regret, mais c'était quand même pas. Bon. C'est quand même Grichuk qui a quand même été assez impressionnant dans sa défense. La round 5, c'est de nouveau une demi-bonne surprise, parce que là il joue comme le plus faible du tournoi, mais il a les noirs. Et en fait, l'histoire, c'est que par intervention de coup, ils vont tomber sur une partie Carlson Vachier-Lagrave qui a été jouée en décembre, lors d'un mini-match. La finale du je sais plus quel Grand Prix. Donc, et en fait, ils ont rejoué la même position. Et voilà. Et ça, c'était une des parties. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une position. G4, ça avait été joué entre. Donc c'est Carson, ce qu'avait joué Carson contre Maxime. Et en fait, dans cette position-là, G6, c'est la préparation de Maxime. Et tour prend G6. Alors Kirill, en fait, il connaissait la variante, mais il s'en souvenait plus du tout. Hein, donc il a pris beaucoup de temps. Il se souvenait qu'il fallait faire tour prend G6. Il se souvenait que ça faisait au moins nul pour les blancs, mais il connaissait plus la ligne par cœur. Donc il a été obligé de retrouver. Bon, Maxime, lui, par contre, il connaissait vraiment par cœur, donc en fait, ils ont joué toute la ligne jusqu'à la nulle par perpétuel. Ça se termine par un perpétuel à la fin. Maxime, en fait, n'a pas eu à réfléchir dans la partie, hein, quasiment. Il a juste vérifié à la fin qu'il n'y a pas de problème, et voilà. C'est-à-dire qu'il a été tellement bien au temps, il a 70 minutes d'avance, donc il a essayé de voir s'il pouvait jouer la position. Il savait que c'était nul, mais il a essayé de voir, comme il avait quand même 70 minutes d'avance attendu, il a quand même essayé de voir s'il pouvait jouer la position, mais en fait non, la position est trop dangereuse pour les noirs, et donc il faut se contenter de faire perpétuel. Voilà. Pas perpétuel. Donc finalement les blancs refusent le perpétuel, mais le font juste après, hein, c'est juste une blague. Bon. Voilà, donc là, encore une partie où Maxime, avec les noirs, a annulé sans dépenser d'énergie. Donc plutôt une bonne nouvelle. Là pour ça se passe très bien pour lui le tournoi. Excuse-moi, c'est pareil, je vois pas pourquoi le roi peut pas jouer C7. 6. Non, au lieu de faire perpétuel, pourquoi t'as pas roi E6? Donc quand on est là, alors la roi E6 par exemple. Le roi E6. Ouais. Bah là ça change rien, c'est perpétuel. Ah ouais, d'accord, oui. Voilà, c'est perpétuel. Alors il y a peut-être un gars pour blanc, mais je le vois pas. Mais au moins perpétuel. Voilà. Donc voilà pour la partie. Là cette partie, bon, en fait il avait la position, pas la position finale, mais cette position-là, il l'avait à la maison, hein, Maxime. Donc voilà, cette partie-là, il a pas eu, ça va, ça n'a pas été trop dur. Il était assez au point, puisque comme c'était une ligne, en plus c'est une ligne qui est vraiment très récente. C'est une ligne, elle a daté de 3 mois. Donc je pense que il avait quand même, il avait bien en tête cette position-là. Donc ça va. Ça n'a pas été le. Et sur fou prend des 6, là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est au noir de jouer. Ah, c'est au noir de jouer, pardon. Voilà. Donc voilà, donc
la partie suivante contre Wangao, là, c'est la partie difficile. C'est la partie la plus dure pour Maxime du tournoi. Donc, sur la ligne, à la mode, vraiment celle qui était attendue. Hein. C'est vraiment la ligne attendue, celle-là, hein, pour les blancs. C'est-à-dire que le plan, alors, soit ici les blancs, là, ici, il a tout de suite fait H4. Mais par exemple, Caruana contre Nepomniachtchi va faire Dame D2, Tour D1, Tour C1, suivi d'H4, H5, H6, hein, c'est le plan le plus récent, mais qui avant le tournoi, on savait que le plan existait, et on savait pas trop comment les Noirs allaient défendre. Et on se demandait un peu ce que moi, personnellement, comme je joue un peu à Golfet, je me demandais ce que Maxime ou Nepomniachtchi allaient répondre. Alors, Nepomniachtchi, réponse c'est, contre Caruana, en fait, il va réfléchir tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il a rien préparé pour la finale. Il a estimé qu'il était capable de tenir, et finalement, il va tenir la position, mais ça va être très dur. Donc, et Maxime, il était un peu mieux préparé, lui, par contre, mais il va quand même souffrir. Il va quand même souffrir hein, sur cette variante-là. Donc là, là, je peux pas montrer toute la partie, mais en gros, il va se retrouver dans une finale assez horrible. Voilà, il va se retrouver dans cette position-là. Alors, bon, là, pour l'instant, ça ne se voit pas que c'est horrible, mais là, quand je remonte un peu plus, on voit quand même que là, la différence entre les deux rois n'est pas négligeable. Et en fait, au bout d'un moment, il va être obligé de sacrifier un pion. Là, il va carrément avoir un pion de moins. Mais il va défendre et il va faire plaisir à Carson parce que Magnus, je sais pas si vous savez, mais il parle de l'école française de la souffrance, encore à Maxime. Parce que Maxime, c'est très fréquemment, effectivement, il se retrouve dans des finales très inférieures et il arrive à tenir. Il tient des finales. Il a un nombre de parties assez impressionnant où celle-là, il va réussir à annuler malgré un pion de net de moins et aucune compensation. Et il va tenir. Et en fait, c'est pas facile d'améliorer le jeu blanc. Et il a jamais clairement gain pour blanc, mais c'est une grande souffrance. Voilà. Il va souffrir toute la partie, mais il va, en fait, dès que comment il s'appelle, Wangao va être un peu apprécié, il va faire coup D1. Là, tout de suite, Maxime, il remet cette pièce mieux, c'est-à-dire qu'il donne la case d6 à son droit. Et là, il tient très bien. Donc là, il a égalisé. Et donc là, une partie très très dure, hein. Là, par contre, il a souffert pendant, à la fin un peu moins, l'autre a insisté un peu plus longtemps, mais au moment, il a quand même beaucoup souffert cette partie-là, mais il a jamais craqué. Bon, une partie assez typique de Maxime, hein, quand même. Voilà. Et donc là, il est vraiment en forme, hein, il a bien tenu. Donc, par contre, c'est assez inquiétant, hein, c'est pour les joueurs de Grunfeld, la ligne, cette ligne-là, hein, la ligne classique. Donc l'antidote D6 qui a vraiment pendant très longtemps, là, presque 10 ans, c'était Kazan hein, D6, c'est Richou, c'est Kazan qui l'a sorti depuis. Donc ça fait même plus que 10 ans, c'était à 11 ans. Depuis, ça avait vraiment les blancs se cassaient les dents dessus. Mais avec le nouveau plan, avec H4, là ça continue à jouer, hein, cette année, même en ligne. Les noirs souffrent horriblement. D'ailleurs, mes élèves qui jouent à Grunfeld, je leur ai dit, maintenant, il faut changer. Hein, je leur ai montré une autre ligne parce que cette position-là, j'ai rien à proposer. C'est que des finales horribles à jouer pour Noir, quoi. Donc, et là, c'est voilà, et donc c'est vraiment dur à tenir. Ils ont tenu. Alors, Nepomniachtchi a fait nul, Maxime a fait nul, mais les deux ont souffert. Hein. Les deux ont vraiment eu des positions pénibles à jouer. Et enfin, bon, la partie on l'avait déjà vue la dernière, c'était la surprise. La troisième ronde, Nepomniachtchi avait joué la française en troisième ronde, ce qui est une surprise parce que ça n'avait pas partie de son répertoire. Bon, Nikita Vitugov fait partie de son équipe. Nikita Vitugov, c'est le dernier très fort joueur à jouer que la française. La surprise, c'est pas si on pouvait deviner. Et en plus, au passage, il a un bouquin sur la française. Nikita, ouais, d'accord, donc ça pas. C'est Nikita, bon voilà, c'est le grand spécialiste actuel de la française. Et Maxime et son équipe, ils ont parié sur le fait qu'ils rejoueraient la ligne. Enfin, qu'ils ont travaillé comme des malades entre 2-3 jours entre les deux rondes. 4 jours même. Ils ont travaillé comme des malades parce que clairement, ça faisait pas partie. Maxime, ici, sur la française, d'habitude, il joue. Avant, il jouait KD2 pendant longtemps. Il a changé. Récemment, il est passé à la variante d'échange, au fond des 5. Et là, il joue KSC3 qu'il a très très peu joué dans sa carrière. Mais clairement, ils avaient fait le pari que Nepomniachtchi rejouerait la ligne. Et en plus, ils ont joué le même coup qu'avait joué Kirill Akshenko. C'est pas la ligne principale, c'est plutôt Dame G4, ligne principale ou KF3. H4, c'est la troisième ligne. Mais voilà, ils ont fait le pari et en fait, ils ont très très bien préparé. Et au niveau débat théorique, c'est clairement Maxime qui va prendre le dessus. Donc, ok, Nepo est très bien préparé. Hein, tous les coups, c'est bien les coups les plus exacts. Mais ici, là en fait, les deux joueurs ont fini leur restitution. Là, ils avaient préparé tous les deux. Et là,
clairement, Nepo se rend compte que sa position est quand même vraiment pas agréable. C'est-à-dire qu'elle est OK pour noir, mais elle est vraiment désagréable à jouer. Et donc, il va se mettre à jouer très lentement. Hein. C'est-à-dire que c'est très inhabituel pour lui. Mais lui qui, sur la plupart de ses parties, dépense rarement plus de 50 minutes pour les parties entières, là, en 5-6 coups, il va dépenser plus d'1 heure. Quoi. Donc, clairement, il n'est pas à l'aise. Mais il va bien jouer. Hein. Là, Maxime va gagner. Il a eu ce coup-là qui, en fait, ça a l'air mauvais. C'est pas du tout évident à voir pourquoi. Et la partie est magnifique. Hein. Ça, je vous conseille vraiment de la regarder parce que Neponashi défend super bien. Bon, après, la position est perdue, hein, mais Maxime va vraiment être super précis pour gagner. Maxime va trouver vraiment peu des coups il va vraiment jouer très précis. Parce que il faut vraiment avec les blancs pour gagner cette partie. C'est vraiment superbe. C'est vraiment là. Alors pour l'histoire, donc c'est la 7e ronde. On sait déjà que le tournoi va être reporté à la suite. Les joueurs ne sont même pas certains de pouvoir rentrer chez eux. Hein. Ça commence à être bloqué les trucs. Donc et Maxime est Nepo. Il est en Russie, donc c'est normal. Mais Maxime est resté dans sa bulle. Il n'est pas du tout perturbé par ce qui se passe à l'extérieur. Alors que Karana, clairement, à la 7e ronde, il va faire nul sans jouer. Il va pas jouer sa 7e ronde. Karana contre Wangao. Il va pas sortir de préparation. Il va carrément jouer une ligne très insipide. Clairement, c'est pas du tout ce qui était prévu contre Wangao. Donc, Karana, lui, clairement, ça lui a, en tout cas, il n'a pas joué, alors qu'il avait quand même, je pense qu'il aurait pu faire très mal à Wangao, et donc il n'a pas joué à la dernière ronde. Ils ont fait nul avec Wangao. Pas très vite, mais parce que Karana va même se retrouver mal en fait contre Wangao. Donc voilà. Donc là, Maxime, vraiment dans sa bulle. Hein. Il joue une partie énorme. Alors que les conditions sont quand même vraiment bizarres à ce moment-là. Parce que Karana ne délire pas. Hein. Je veux dire, il y a des personnes dans ce cercle qui restent avec un ami, il vit en Vietnam, il était en voyage en mars, il n'a pas pensé à rentrer en Vietnam assez tôt, même en février déjà, les frontières sont bloquées, ça fait plus d'1 an qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Sa fiancée est au Vietnam et lui, il ne peut plus rentrer au Vietnam. Quoi. Il ne pense pas pouvoir rentrer avant 2022. Quoi. Donc je comprends que Karana soit très inquiet à ce moment-là, et qu'il n'ait pas joué à fond la 7e ronde. Par contre, Maxime, lui, il a vraiment, il était serein, il était zen, il a joué à sa partie. Voilà, donc, pardon, j'ai raté le. Voilà. Donc voilà, donc globalement, Neponashi, franchement, alors là on l'a pas vu, mais il a été super impressionnant dans tout tournoi. Il a vraiment en termes de jeu, il a été monstrueux l'année dernière, et il est super vite, et il fait pas de faute. Au niveau préparation, il n'est pas du niveau de Karana, il n'est même pas au niveau de Maxime. Il a quand même sorti 2 prépas intéressantes, mais je veux dire, globalement, il est souvent, soit ses préparations ne sont pas forcément en ligne, contre Krechuk, par exemple, qui a failli s'en trouver très mal alors qu'il a sorti une grosse prépa. Mais par contre, il a une super confiance en lui. Hein. Il a une grande confiance en lui, et c'est justifié. Il a vraiment, même cette défaite contre Maxime, elle est impressionnante de sa part. Quoi. Il a vraiment été. Donc s'il joue à ce niveau-là sur le phase retour, ça va être dur de chercher quand même. Hein. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Hein. Une petite précision. Oui, Gérard. Niepamniachi, c'est celui qu'on ne comprend pas. Son nom évoque ça. Celui qu'on ne comprend pas. Ouais, celui qu'on ne peut pas comprendre. Bah, il a un style assez classique quand même. C'est un style très agressif, porté sur l'attaque sur le droit, un peu type Alekhine en fait. Hein. Il a vraiment un style très agressif, très orienté vers le droit adverse, très dynamique. D'ailleurs, les positions, justement, il a joué la finale berlinoise, il a choisi la finale berlinoise contre Vilchouk avec les Blancs. En direct, Fressinet, il fait, mais je ne comprends pas pourquoi son équipe a choisi ça, parce que il sait pas jouer ses positions, Neponashi. Et ça s'est révélé vrai, hein. Il a joué la position, il s'est retrouvé très très mal, très vite. Bon, après, il a réussi à dynamiser ses tours, il a réussi à égaliser, mais c'est pas du tout un joueur universel, hein, Neponashi. Contrairement à la plupart des joueurs qui jouent, lui, il a un style quand même, il a une filière très très précise. Mais
alors qu'il n'est pas le mieux préparé, qu'il a il est assis avec une filière très facile, il a vraiment été. Franchement, le fait qu'il soit pas en tête, c'est vraiment Maxime qui a fait un très bon tournoi aussi. Caruana, bon, il perd contre Dimiren qui était une monstrueuse partie pour lui. Il rate un peu Grichuk, il rate un peu Nepomniachtchi. Donc c'est vrai qu'il peut avoir des regrets, Caruana. Et il est quand même dangereux. Hein. Il faut quand même faire attention à Caruana. Et Jiri peut être dangereux aussi si le tournoi, s'il n'y a aucun joueur qui se démarque vraiment, Jiri peut terminer à +2 sans problème. Et donc ça dépendra beaucoup des conditions de tournoi, mais voilà, Jiri peut faire +2, donc faut pas l'éliminer non plus. Voilà, donc c'est un tournoi qui reste assez ouvert. Et donc je vous invite vraiment à regarder, hein, profitez-en, hein, si vous êtes confinés. Ce sera tous les midis à partir du 19 avril. On aura une ronde. J'espère. Franchement, la première phase a été magnifique. Hein, les parties, il y a plein de parties superbes sur la première phase. Donc, je les ai mis sur l'étude. N'hésitez pas à regarder. J'en ai mis que 18 pour l'instant. Au passage, Bertrand, la première phase, c'était Ding Liren qui était donné ultra favori. Vu ses derniers résultats contre Caruana, parce que c'était quand même devenu sa bête noire. Ouais. À un moment donné. Ding Liren avait des super résultats contre Caruana, mais même contre. Il avait été très impressionnant ces derniers temps. Il avait battu Carson en match. Il avait un petit match. Mais par contre, il s'est tapé, je sais plus combien, 40 jours de confinement strict, à peu près. C'était dur. Oui. Maxime, il a à Mackenzie, il a fait que 10 jours confinés. Enfin, il a fait que 10 jours confinés. Il a dit, c'est horrible, j'ai pété un câble. Et il a fait que 10 jours. Ding Liren, c'est 40, hein, donc au moins 40. Donc, il n'était pas à son niveau de jeu, hein, le pauvre. C'est dû. Il y a une partie qu'il a joué monstrueuse, c'est contre Caruana. Il a joué une partie monstrueuse contre Caruana, mais globalement, après, il a fait des parties. Il n'a pas été à son niveau, hein, clairement pas. C'est un peu dommage. Voilà. Donc dur pour Caruana d'ailleurs. Lui, il n'a pas joué même Liren que les autres. Quoi. Il a joué le Liren Ding qu'on connaît, et alors que les autres ont quasiment tous joué un Liren Ding diminué. Quoi. Bon, pas de chance. Sur Caruana. Donc voilà, je vous invite vraiment. Alors, je sais pas s'il y a cours la semaine prochaine. Je vais voir ça avec Christian et Jean-Luc. Jean-Luc, il y a cours la semaine prochaine ou ça dépend si les gens sont disponibles. Alors, parmi vous, Jackie est disponible? Moi, je suis là. Hein. Oui, aussi, je suis là. Donc Jean-Luc, donc je vous envoie un mail et s'il y a suffisamment de monde, on fait cours la semaine prochaine. Moi, je suis là. C'est à partir de combien suffisamment de monde pour savoir en fait? Déjà 3, là, vous êtes déjà 3, je pense que ça suffit. 3 normalement, d'habitude, non? 3 depuis moi. En général, c'est ce qu'on fait. On commence à 3 d'habitude. En tout cas, moi, je suis là. Donc, moi aussi. Et Jean-Luc aussi. Donc, déjà, on peut quasiment dire que c'est bon. Sauf si Christian me dit non, mais voilà. Pour une raison. Christian est déjà. Christian n'est pas là, Christian, mais je vais envoyer un mail. Je vais vous envoyer un mail pour confirmer. Voilà. Donc, normalement, c'est bon. Il y a Julien, là, notre. Oui, Julien, il vient de repartir, je crois, mais voilà. Sinon, il est là. Julien est là, pardon. Julien est là. Alors, je suis désolé, aujourd'hui, je captais très très mal. Je sais pas à quoi c'est dû. Parce que là, je vous capte très bien, mais tout à l'heure, c'était... quand vous me parliez, j'entendais 2 mots sur 5 et encore, pas toujours. Ouais. C'était dur. C'était dur. Donc c'est pour ça que je pouvais pas répondre. Je répondais un peu à côté. Je suis désolé, mais je trouvais pas... J'essaie de deviner... Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on t'entendait super bien, en fait. Moi, j'avais des doutes. Donc tant mieux si vous m'entendiez. Bon, après, c'est dommage que je ne m'entendais pas. Je suis désolé. Je l'entendais mal, c'est dommage, mais voilà, donc c'était donc vraiment une première phase vraiment magnifique. Hein. J'avais beaucoup aimé les parties. J'espère que la deuxième sera du même niveau. J'espère que Grichuk sera plus motivé. C'est vrai qu'il n'était pas à fond sur la première phase. Bon, ça va, on sait pas encore. Wangao aussi, j'espère qu'il sera un peu plus punchy. Bon, après, il est aux aguets. J'aime bien Wangao, en fait. Il a un joueur discret, mais il est bon, quoi. Oui, il a un J'ai vu ce parti contre Ding Liren, la bourde qu'a faite Ding, et il en a profité avec ses pions passés à l'aile droite. Ah oui, non, mais après, il a vraiment été très très précis pour valoriser l'avantage. Ouais, c'est un joueur brillant, je trouve. Hein. Ah oui, il est assez. En plus, il a un style assez. Lui aussi, il a un style qui n'est pas universel, il a son propre style. Et atypique aussi pour un joueur chinois, c'est-à-dire qu'il rentre pas dans. Ah oui, il a même quitté le pôle élite. Donc, il a même demandé à quitter le pôle élite.
Ils ont dépêché un coach pour lui. Ils ont accepté qu'il quitte le pôle élite, qu'il soit avec des vrais étudiants entre guillemets. Voilà. Et en fait, en plus même récemment, il s'est quand même plus ou moins retiré. Hein. C'est-à-dire qu'il jouait moins. Il a fait le tournoi de Man, il a gagné. Il était pas super chaud pour faire les candidats. Hein. Il a été vraiment très poussé par sa fédération pour y aller. Donc voilà. Ouais, il a gagné Lidman en 2019. C'est là où il a. Ouais. C'est comme ça qu'il s'est qualifié. Ouais. Donc c'était un peu le qualifié surprise. Et lui-même, c'est la surprise. Lui-même, bon, du coup, c'était merde. J'aurais peut-être pas dû. Et Nepo, en fait, il a gagné le Grand Prix de Jérusalem, un truc comme ça, non? Ouais, il a gagné, je crois que c'est le premier. Il a gagné le Grand Prix, je crois. Et surtout, je crois qu'il termine premier, je pense, des Grands Prix. Ou c'est Gritchouk, j'ai un doute. Je sais plus lequel des deux termine premier des Grands Prix et l'autre deuxième. Les deux Russes terminent premier sur les Grands Prix, en fait. Sur le cumul. C'est eux qui sont premier et deuxième. Et Maxime était troisième. Ouais, Gritchouk, qui est justement, et dans la demi-finale, je crois qu'il bat Maxime. Je sais pas si tu as vu cette partie avec les Blancs. Ouais. Si, dans son Grand Prix qu'il gagne, Gritchouk. Oui. Je crois qu'en finale, il gagne contre le Polonais Jan-Krzysztof Duda, non? D'accord. C'est vrai que j'en souviens plus des Grands Prix. C'est un Grand Prix en Allemagne, mais je me souviens plus lequel. C'est vrai que là, j'avoue que je me souviens plus trop des Grands Prix. Demi-finale, il bat MVL sur une préparation, sur des. D'accord. MVL, il s'est pris quelques prépas, effectivement. En fait, là où il a raté, c'est surtout la Coupe du Monde contre Rajabov en demi-finale. Il passe pas, donc c'était un peu la poisse qu'il a. Contre Rajabov, ouais, mais il se fait pareil, il se prend une prépa. Ouais, une prépa, quoi, une vraie prépa. Il se prend une prépa qui était prévisible. Hein. C'est la ligne, c'est une ligne à la mode. Ça a été joué par Carlsen et lui-même, je crois. Surtout, non, mais c'est Rajabov c'est Rajabov qui avait cette ligne à la mode. C'est la ligne que Rajabov a mis à la mode contre Sudler. Sur E3. La ligne, E3. Contre Sudler, c'est lui qui a sorti cette ligne-là. Donc c'est la ligne Rajabov. Donc, et Maxime a fait le pari que Rajabov ne jouerait pas sa ligne. C'est un pari un peu osé. Donc, du fait, il n'a pas préparé plus que ça. Et du fait, il ne se souvenait plus de sa préparation. D'ailleurs, il s'est trompé. Il a fait une intervention de coup. C'est quand même énorme. Je veux dire, là-dessus, il avait préparé une autre variante. Ouais. Il était vraiment persuadé qu'il jouerait autre chose. Et du fait, il a préparé autre chose. Et du fait, il n'était pas bien préparé contre la ligne, pourtant, que la plupart des gens pensaient qu'il arriverait, quoi. En fait, c'était la ligne qu'on attendait, en fait. Et donc voilà. Après, il commençait à être fatigué, Maxime. Il avait beaucoup joué. Pendant un mois, en fait. Il avait joué non-stop. Donc, il a manqué d'utilité, hein, je pense. Même au niveau de la prépa. Il s'était pris à Rognon aussi en quart. Quart ou demi? Ouais. Coupe du Monde? Non, en quart. En quart, et il le bat sur les départages, ouais. Ah oui, non, mais il a battu Rognon, d'accord. Non, en demi, il sort contre Rajabov. Ouais, il a battu à Rognon, c'est pas mal. Il joue la petite finale. Et il gagne la petite finale, d'ailleurs. Ouais, il gagne la petite finale. Il la gagne facilement, en fait. Il annule les. Il n'était pas bien dans la troisième partie contre le Chinois. Hein. Il n'était pas très bien. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Mais... Non, je sais juste que c'était important parce que à ce moment-là, ça le qualifiait quasiment en tant qu'invité. Parce que à ce moment-là, il avait quasiment plus de wildcard. C'était quasiment le seul à être invitable. Mais mais sauf qu'il n'était pas russe parce que comme ça se jouait en Russie. Oui, mais en fait, la wildcard, il la donne souvent à quelqu'un de chez eux, quoi. Oui, mais sauf qu'il y a des critères. Tu peux pas inviter n'importe qui. Et oui, bien sûr. Effectivement. Avant l'Ildeman, Kirill Alexenko n'était pas éligible. Et c'est grâce à sa troisième place et le fait qu'il passe au-dessus de 2700 à Ildeman, qui devient éligible. Avant, Alexenko n'était pas éligible. On pouvait pas le prendre. Et en fait, il y avait aucun, à part Neponachi et Gritchouk, il n'y avait aucun Russe qui était éligible, qui correspondait aux critères. Alors qu'il avait un nombre de critères assez élevé, en fait. Le résultat, en fait, il restait très peu de joueurs. Il avait même Medirov, je crois, qui respectait encore quelques critères. Et encore non, je crois qu'il était même derrière Maxime. Et donc, Maxime était quasiment un des derniers joueurs invitables. Oui. Et pas de chance, mais Alexenko fait un tournoi monstrueux au Lilleman, devient 2700, ce qui était un des critères nécessaires, 2700. Il termine troisième, ce qui est, en fait, c'est le premier, donc, en fait, je sais plus qui est deuxième, mais c'est un joueur qualifié. Donc, c'est le premier, donc, résultat, il devient éligible à être invité. Et voilà, c'est juste vraiment pas de chance pour Maxime, quoi. Il avait un peu la poisse. Bon, après, il a eu la chance. Après le Covid, la chance. Après, il a eu la chance du Covid, comme tu dis. C'est un peu énorme. Bon, voilà.
Ok, donc à la semaine prochaine. Bah, à la semaine prochaine, merci beaucoup Bertrand, bon week-end tout le monde. Merci Mohamed. Salut, ciao, ciao. Bye. Salut. Merci Bertrand. De rien.